Comment un pays peut-il garder un régime démocratique, avoir une économie dynamique et en même temps connaître sur son sol la violence, les guérillas et le trafic de drogue? Eh bien, le cas de la Colombie mérite quelques explications en carte. La Colombie est un point de passage entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. C'est le seul pays sud-américain à s'ouvrir à la fois sur l'océan Pacifique et sur la mer des Caraïbes. Or, malgré ces deux façades maritimes, les pôles de développement de la Colombie sont situés dans la chaîne des Andes. C'est d'ailleurs dans les Andes que se trouve Bogota, la capitale. On trouve en Colombie une population surtout composée de métis, 70% de la population, des populations amérindiennes, 2%, principalement les Wayuu, les Paez et les Amberas, des populations noires, 8%, sur les côtes Caraïbes et Pacifiques, des populations européennes, 20%, dans la région d'Antioquia et les grandes villes. Et comme dans la majorité des pays du continent américain, 75% de la population vit dans les villes, avec une concentration plus marquée encore entre Bogota, Medellín et Cali, ce qui correspond d'ailleurs aux zones d'activité économique du pays. C'est une économie très diversifiée. Culture des fleurs, c'est le deuxième producteur au monde après les Pays-Bas. Industrie, surtout l'extraction du gaz et du pétrole, du charbon, du nickel, l'or, les émeraudes. La Colombie est le premier producteur mondial d'émeraudes, le troisième exportateur de pétrole d'Amérique du Sud. Et enfin, les services, qui représentent plus de 60% du produit intérieur brut. Alors, jusqu'à ces dernières années, le pays a connu un taux de croissance de 4% l'an en moyenne, mais cela n'a pas réduit les inégalités. Plus de 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté et le chômage touche environ 18% de la population. Alors en fait, c'est un petit peu comme s'il y avait deux Colombies. Les villes, où se concentre la population et le dynamisme économique, et le reste du pays, soit 90% du territoire, livré en partie à la violence des guérillas, des paramilitaires et du narcotrafic. Alors allons voir cette autre Colombie. Ces mouvements de guérilla en Colombie, nés dans les années 1960, sont aujourd'hui les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, entre 15 000 et 20 000 combattants, et l'ELN, Armée de libération nationale, qui rassemble à peu près 5 000 combattants. Ces guérillas ne résultent pas d'affrontements ethniques, ou religieux, ou régionaux. Ce sont des forces politiques et sociales qui en sont venues à exprimer leurs revendications par la violence, tout simplement parce que personne ne les écoute. Alors, quelle est l'origine de cette violence? La fin de la guerre d'indépendance, conduite par Simón Bolívar en 1819, n'a pas entraîné l'arrêt du cycle de la violence. Elle semble récurrente en Colombie comme une guerre civile permanente, exprimant l'opposition entre les conservateurs, traditionnellement catholiques, favorables à un État centralisé, et les libéraux, favorables à un État fédéral et laïque. Cette confrontation a conduit à ce qu'on a appelé la guerre des 1000 jours de 1899-1902, qui fit 200 000 morts, et ce qu'on appelle la violencia de 1948 à 1957, qui fit 300 000 morts. Or, ces conservateurs et ces libéraux défendent avant tout les intérêts de l'élite politique et économique du pays. Ils prennent en fait peu en compte les besoins de la population et notamment la réforme agraire réclamée par les paysans. Eh bien, c'est ce contexte qui conduira au début des années 60 au développement de guérillas dans le pays, car depuis la violencia, des armes continuent évidemment de circuler. D'autres acteurs sont entrés en ligne de compte. Alors changeons d'échelle pour comprendre. En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. Certains mouvements de guérilla colombiens qui s'appuient sur la paysannerie vont prendre la révolution cubaine comme modèle. La lutte armée leur apparaît alors comme le seul moyen pour faire évoluer la société. Mais ce qui va peu à peu permettre à ces mouvements de guérilla de se financer, c'est le trafic de drogue.
La feuille de coca est traditionnellement cultivée dans les Andes par les Indiens. Depuis les années 80, elle est en Colombie à l'origine d'un trafic, puisque le bénéfice tiré du commerce de la drogue est à peu près 2 fois plus important que celui lié au café. La Colombie est aujourd'hui le premier pays producteur, le premier exportateur de cocaïne. Elle produit aussi de l'héroïne, de la marijuana. Une grande partie des revenus de la drogue, entre 1 et 4% du PIB, revient d'ailleurs s'investir en Colombie, notamment dans les secteurs de la pharmacie, des services et de l'immobilier. Au départ, le trafic de cocaïne s'organise autour des cartels de Cali et Medellín et profite de plusieurs atouts géographiques. D'abord l'ouverture de la Colombie sur les 2 océans avec la côte Caraïbe, qui est un lieu traditionnel de contrebande. Ensuite, il y a la position de la Colombie, qui est comme à mi-chemin entre l'offre et la demande, c'est-à-dire les producteurs de coca, et les consommateurs, c'est-à-dire les États-Unis. Et puis, il y a la proximité des canaux de blanchiment d'argent, le Panama frontalier et les paradis fiscaux des îles Caraïbes. Mais à l'arrivée, le rôle des guérillas est à souligner dans l'expansion du trafic. Dans les années 80, les guérillas assurent la protection des cultivateurs de coca. Puis dans les années 90, ils jouent les intermédiaires entre les producteurs et les trafiquants contre une taxe qui leur permet l'achat d'armes et le paiement des salaires des combattants. Et puis aujourd'hui, ce sont souvent ces guérillas qui contrôlent elles-mêmes le trafic. À côté de la drogue, les guérillas se financent aussi grâce aux extorsions de fonds et aux enlèvements de personnalités étrangères ou d'acteurs économiques ou politiques, comme la candidate à la présidence, Ingrid Betancourt, en février 2002. Alors face à cette situation de violence et d'insécurité, il y a 2 acteurs. L'État colombien, qui réagit soit par la répression et l'envoi de l'armée, soit par la négociation. Ainsi, en 1998, le gouvernement colombien octroie aux FARC une zone démilitarisée de 42 000 km², c'est-à-dire à peu près la Suisse. Or, cette zone devient rapidement un camp retranché et les négociations sont rompues en 2002. Deuxième acteur, les mouvements paramilitaires. Ils veulent pallier l'impuissance de l'État. Au départ, ils émanent d'entrepreneurs, de gros propriétaires terriens qui sont excédés par le racket des guérillas et qui cherchent à protéger leurs intérêts. Or, l'émergence de ces mouvements paramilitaires contribue à l'augmentation de la violence, car ils se financent, comme les guérillas, par le trafic de drogue et le racket et les enlèvements. Eh bien, c'est dans ce contexte que le gouvernement colombien élabore avec les États-Unis ce qu'on appelle le Plan Colombie. L'objet de ce programme d'aide militaire et économique, c'est la lutte contre la production de drogue, qui est le nerf de la violence en Colombie. Et en face, les États-Unis sont évidemment le principal débouché de ce trafic de drogue. Or, pour certains analystes, les États-Unis disposent en fait déjà de bases militaires dans la région, Équateur, Salvador, Curaçao, Guantanamo à Cuba, au Honduras aussi, et ce plan en fait renforcerait la présence militaire américaine dans la région, notamment depuis le retrait américain de Panama. Cela sert en fait à défendre des intérêts économiques américains, comme par exemple l'oléoduc du Canao Limón, qui traverse le nord-est de la Colombie pour la Compagnie Occidentale Petroleum de Los Angeles. À cette violence endémique, l'État colombien répond soit par la répression et l'envoi de l'armée, soit par la négociation. Depuis les années 2000, des moyens plus importants ont été déployés pour lutter contre les FARC, notamment grâce à l'aide américaine. Et le président colombien, Álvaro Uribe, élu en 2002, a lancé un plan pour affaiblir les FARC en les isolant de leur base arrière. Sa réélection en 2006 montre que sa politique est plutôt soutenue par la population de la Colombie, car évidemment c'est la population civile qui demeure la première victime du conflit. Cette violence aurait déjà provoqué 23 000 morts, 2 millions de déplacés et 4 millions d'exilés.